Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quels pièges à éviter lors d'un achat immobilier. Bonjour, je suis Sébastien Serre, consultant en immobilier et je vous accompagne dans votre projet de vie. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières notifications et puis mettre un petit pouce bleu vers le haut pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Elodie, notaire sur Bordeaux, et nous allons voir ensemble les pièges à éviter lors d'un achat immobilier. Bonjour Elodie. Bonjour Sébastien. Quels sont les pièges à éviter lors d'un achat immobilier? Il y en a 3, notamment les travaux qui pourraient impacter le bien que vous souhaitez acheter. Il y a les servitudes qui seraient à même d'impacter le bien. Et enfin, les éventuels droits de préemption qui pourraient avoir à s'appliquer également dans le cadre de votre acquisition. D'accord. Donc, quel type de travaux cela concerne? Alors, ce sont surtout les travaux de moins de 10 ans, que ce soit pour une construction neuve ou des travaux de moins de 10 ans qui auraient été réalisés dans le cadre d'une maison lors de votre vente. Lors de, par exemple, de la rénovation Exactement, ce sont des travaux de rénovation ou par exemple des travaux d'agrandissement ou même de pose de panneaux photovoltaïques ou également de clôture ou de construction d'un abri de jardin. D'accord. Alors, quels documents on doit demander avant cet achat? Alors, quand vous commencez à vous projeter sur l'acquisition d'un bien, le réflexe est de demander à l'intermédiaire qui va faire cette transaction avec vous, l'agent immobilier, ou avec le notaire, de voir quels sont les travaux qui ont été faits éventuellement par le vendeur. Donc, la première chose qu'il va falloir vérifier, c'est de savoir quel type de travaux et avoir les autorisations qui sont attachées pour permettre d'autoriser ce type de travaux. Donc, c'est soit un permis de construire ou une déclaration préalable en fonction de l'ampleur de ces travaux. Le deuxième document qui est très important est de savoir également quand le vendeur a achevé ses travaux. C'est une déclaration qu'il se doit de faire auprès de la mairie et c'est ce qui va aussi vous permettre de déterminer à partir de quand vont commencer les garanties. Dernier document essentiel, il faut avoir le réflexe, et votre notaire l'aura, d'avoir l'attestation de non-contestation à la conformité. Ce document-là permet de vous garantir que les travaux qui ont été réalisés sont conformes aux prescriptions de l'autorisation qui a été délivrée par la mairie. D'accord. Et si le propriétaire n'a pas fait la déclaration d'achèvement des travaux, est-ce que cela pose un problème? Ça peut en poser un, puisqu'il n'a pas déclaré auprès de la mairie et on ne peut pas faire démarrer les fameuses garanties décennales ou assurances dommages-ouvrages qui sont attachées. Également, ça enclenche des sanctions, puisque s'il ne fait pas cette déclaration, il ne peut pas non plus déclarer la conformité de sa construction. Donc, celui qui achète le bien peut se voir des sanctions qui peuvent lui être appliquées, notamment des sanctions pénales, civiles et administratives, et surtout, ce qui pourrait être regrettable, c'est que si vous envisagez de nouveaux travaux sur votre future acquisition et future maison, l'administration, et notamment la mairie, serait en droit de pouvoir refuser cette nouvelle autorisation sur le fait que la déclaration n'a pas été déposée et que les travaux ne seraient pas conformes aux prescriptions de l'autorisation qui aurait été délivrée initialement à votre vendeur. Lors des travaux, quelles sont les garanties que nous avons? Alors, 2 types de garanties peuvent avoir à s'appliquer. Soit il s'agit d'une construction neuve, et à ce moment-là, le vendeur est passé par un constructeur de maison et bien entendu, les constructeurs de maison font en sorte qu'une assurance dommage-ouvrage soit mise en place. Cette assurance dommage-ouvrage, elle a vocation à s'appliquer pendant 10 ans à compter de la date d'achèvement de la maison. Bien entendu, cette garantie vous permet de pouvoir actionner cette assurance sur tous les travaux qui ont été mis en œuvre pour la construction de cette maison. En cas de travaux de moins de 10 ans, malheureusement, les assurances dommages-ouvrages ne peuvent pas être souscrites. Donc, 2 possibilités. Soit votre vendeur est passé par l'intermédiaire d'une société ou d'un artisan pour pouvoir faire ses travaux. Et il faut qu'il ait le réflexe de demander ce que l'on appelle l'attestation d'assurance décennale de cette personne qui a fait les travaux pour être sûr d'avoir un recours contre
le fameux artisan ou la société qui a fait les travaux, et ce dans un délai de 10 ans, toujours à compter de la date d'achèvement. Si malheureusement nous n'arrivons pas à avoir ces fameuses attestations d'assurance décennale et que la société en question malheureusement aurait fait faillite, ou encore que c'est votre vendeur qui a la qualité de maître d'œuvre et qui a fait le bricolage du dimanche, si je puis dire, votre seul recours sera contre votre vendeur. D'accord. Mais si par exemple l'artisan qui a fait les travaux, lui, a déposé le bilan, la garantie décennale continue pendant 10 ans. Exactement. Mais comment retrouver une attestation d'assurance s'il n'a pas fourni? S'il ne l'a jamais fourni. Nous, on ne connaît pas l'assureur, malheureusement. Il y est tenu, mais avant toute chose, le vendeur reste quand même le responsable de ses travaux. Tout à fait. Donc, pendant les travaux, si vous faites un achat immobilier alors qu'il y a eu des travaux de moins de 10 ans et qui sont passés par un artisan, pensez à demander l'attestation décennale. Vérifiez l'attestation décennale, surtout de l'année des travaux, parce que si vous fournit une attestation qui a 2-3 ans par rapport aux travaux, elles ne fonctionneront pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Un artisan peut vous fournir une attestation de celle de son année en cours. Mais le plus important est l'attestation de l'année où a été fait les travaux. Il faut qu'elle coïncide. Voilà. On est bien d'accord. Sinon, problème. Ça ne fonctionnera pas. Donc après les travaux, on va parler des servitudes. Qu'est-ce qu'une servitude ? Alors, quand on entend déjà rien que le terme, il fait peur. On se demande, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, pas d'inquiétude. Une servitude, c'est quoi ? C'est un droit qui est reconnu à une propriété qu'on appelle fonds dominant. C'est celui qui va profiter de ce droit à une autre propriété qui va subir ce droit qu'on appelle fonds servant. Ça peut être notamment un fameux droit de passage d'une propriété qui serait à l'arrière de la propriété qui est devant, et pour qu'il puisse accéder à la voirie, il a un droit de passage sur la propriété de devant. Ça peut être des passages de canalisation ou tout un autre panel de servitudes. Comme EDF, des fois ils ont servitude parce qu'il y a des câbles qui passent ou un poteau dans un jardin. Tout à fait. Pour justement, s'il y a un problème, justement venir pour le réparer. C'est exactement ça. Alors que faut-il faire si on a des servitudes ? Eh bien, il faut déjà regarder le type de servitude qui va s'appliquer sur le bien que vous souhaitez envisager d'acheter. Donc ça, c'est le travail soit de l'agent immobilier ou du notaire à proprement parler. Donc on va surtout contrôler ce qui se passe dans les titres de propriété de votre vendeur, et surtout nous allons remonter sur 30 ans et faire des vérifications sur ce que l'on appelle le fichier immobilier. Ce qui va nous permettre de savoir le type de servitude et après de demander la copie de ces titres de servitude et avoir les plans pour vous permettre de vous indiquer comment s'appliquent ces servitudes et l'impact que pourraient avoir ces servitudes sur votre bien. D'accord. Donc en général, il ne faut quand même pas trop avoir peur des servitudes. Non. C'est surtout des... Le terme fait peur, voilà, mais à être vigilant. Puisque vous pouvez avoir le coup de foudre sur une maison, mais si on vous indique que vous avez un charmant voisin qui passe sur le terrain, je pense que vous n'aurez pas le même coup de foudre sur la maison. Donc, faire attention sur le type de servitude. Il y a des servitudes que l'on dit passives qui ne vont pas vous apporter un impact sur votre maison. Et il y a des servitudes actives où là, il faut être plus vigilant, notamment sur des servitudes de passage et notamment sur les entretiens. À savoir que si vous bénéficiez du même chemin, il faut que les règles d'entretien soient bien claires, à savoir si c'est que celui qui l'utilise ou si c'est tous ceux qui l'utilisent qui entretiennent le chemin. D'accord. Après, nous avons les droits de préemption avec un locataire. Alors qu'est-ce que c'est que le droit de préemption avec un locataire ? Le droit de préemption, c'est un droit qui est reconnu à une personne et qui aurait vocation à acheter par préférence le bien avant vous. Et notamment, ce droit de préemption peut s'appliquer quand il y a eu un locataire avant dans le bien que vous souhaitez acheter. Certains vendeurs, pour mieux vendre leur bien, font ce que l'on appelle un fameux congé pour vendre, c'est-à-dire ils disent à leur locataire « vous devez quitter les lieux pour que je puisse vendre mon bien libre ». Attention, ce congé pour vendre rentre dans des règles très strictes pour qu'il soit délivré. Si je peux dire, c'est un petit peu notre bête noire en tant que notaire, puisque les règles sont tellement rigides qu'il faut que le congé soit délivré
réellement dans les meilleures conditions et dans les délais que la réglementation nous impose. S'il a bien été fait, normalement, tout se passe bien. Mais certains vendeurs ont la fâcheuse tendance à faire des propositions à leurs locataires à des prix beaucoup plus chers que le prix que vous allez payer. Et là, c'est le notaire qui va revenir à cet instant pour vous protéger, et c'est surtout qu'on va être obligé de refaire une nouvelle notification à ce fameux locataire, car les conditions de la vente sont beaucoup plus avantageuses et il se doit d'être informé. Il est prioritaire. Et il est prioritaire, bien entendu. Si vous mettez votre bien en vente et que vous faites une baisse de prix, locataire vous devez doit notifier revenir au locataire que vous avez fait une baisse de prix, et lui, il a encore un mois pour se décider s'il veut se positionner ou pas. C'est exactement ce souci-là. D'autant plus qu'il est important que votre vendeur ait encore des contacts avec le locataire. Puisque bien souvent, une fois que le locataire est parti, on a du mal à les retrouver. Donc avant toute chose, il faut bien vérifier ce point-là qui est quand même très important. Et c'est que dès que le locataire est parti, on est à même de pouvoir le recontacter rapidement pour pouvoir vite purger ce droit de préemption. Mais même s'il est parti, il est toujours prioritaire ? Exactement, puisque c'est lui le dernier occupant. D'accord. En conclusion alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? En conclusion, avant de faire votre acquisition, ayez ce réflexe avec l'agent immobilier ou le notaire qui va faire la rédaction du compromis, de vérifier avec lui ces points-là. Et nous sommes des personnes qui sont là avant tout pour vérifier ces points et vous assurer toute la sécurité juridique pour votre acquisition et qu'elle se passe dans les meilleures conditions. Donc pour finir, lors d'un achat immobilier, pensez à vérifier s'il y a des travaux de moins de 10 ans, demandez s'il y a des servitudes, et si c'est une vente avec un ancien locataire, voir si le locataire a purgé son droit de rétractation, on va dire, sur le bien. C'est sa renonciation. De renonciation sur le Avant tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et merci Elodie pour tous ces conseils. Mais de rien. À bientôt. Au revoir.